merci beaucoup, chers collègues et confrères, et néanmoins amis, ce qui est assez rare, il faut le dire, de me permettre de m'exprimer devant cette audience distinguée et infréquentable, ce qui, évidemment, renforce le plaisir qu'on en a. Vous m'avez demandé de m'exprimer sur les nouvelles formes de révolution. Et je dois dire, c'est un sujet assez complexe et je ne suis pas sûr d'avoir trouvé la bonne formulation. Donc si dans l'assistance, quelqu'un a d'autres termes à me proposer, surtout qu'il n'hésite pas, j'ai intitulé mon bref exposé « La dictature de l'indifférenciation ». Et je vais vous dire de quoi il s'agit. D'abord, qu'est-ce que la révolution ? Vous avez cité excellemment Joseph de Maistre. Je dirais, pour compléter, qu'est-ce que n'est pas la révolution ? La révolution n'est pas la révolte, justifiée ou non, contre l'ordre établi. Elle n'est pas le renversement violent de l'autorité. Il peut y avoir des renversements violents de l'autorité, mais qui veulent substituer une autorité B à une autorité A, mais ce n'est pas nécessairement un mouvement révolutionnaire. Ce n'est pas nécessairement un coup d'État ou un changement brutal. Bien sûr, les révolutions, les vraies, peuvent s'accompagner de tout cela, de changements brutaux, de renversements violents, de révoltes, mais toutes les révoltes, tous les renversements brutaux, tous les coups d'État ne sont pas nécessairement des révolutions. La révolution, je dirais, c'est un mouvement social qui est fondé sur le refus de l'ordre naturel et sur la déification d'un élément qui est choisi par l'homme. C'est un peu le non serviam luciférien qui va se proposer une autre idole que celle qu'il devrait révéler. Je n'entrerai pas, je connais trop de protestants remarquables par leur vie personnelle et digne, dans la discussion pour savoir si la réforme protestante n'était pas, dans une certaine mesure, par son refus du magistère ecclésial, déjà la première des révolutions. En revanche, évidemment, la Révolution française est la matrice, d'ailleurs, de toutes les autres. Elle prétend fonder l'ordre social, et que déifie-t-elle ? Elle déifie, au sens littéral du terme, la raison humaine. C'est la raison humaine. Alors, la raison humaine, c'est très bien, ça peut être utile. On souhaiterait même qu'il y en ait un usage plus abondant à notre époque, n'est-ce pas ? Mais elle n'est pas l'alpha et l'oméga. Il y a dans l'ordre naturel des choses qui ne dépendent pas de la raison humaine, qui lui préexistent et contre lesquelles, en réalité, elle ne peut rien, du moins sur le plan philosophique du terme. Quand je dis que la raison a été déifiée, c'est, vous le savez, au sens littéral du terme, puisque Notre-Dame de Paris a été transformée en temple de la déesse raison. Et on a exhibé une jeune femme qui était censée la représenter au cours de liturgie d'un genre nouveau. Le but avoué de cette révolution, c'est le bonheur. Nous avons toutes sortes de proclamations dans ce sens, et en réalité, son vice originel fait qu'elle débouche, comme toutes les révolutions qui suivront, sur la terreur, sur les massacres, sur les guerres de Vendée, la guillotine qui fonctionne sans interruption, que ce soit à Paris, à Lyon ou ailleurs. La révolution marxiste, quant à elle, explique toute l'histoire par les luttes de classe engendrées par les rapports de force économiques. Elle recherche, elle aussi, le paradis sur Terre. Et à ce sujet, un homme dont je ne partage pas toutes les idées, mais qui est intelligent et intéressant, je veux parler de Luc Ferry, vient de sortir un livre dans lequel il explique un certain nombre de mouvements sociaux, notamment celui des retraites, par le fait que l'on ne croit plus en un paradis au-delà de ce monde, et que par conséquent, ma retraite, c'est le petit bout de paradis auquel je puis avoir droit après un certain nombre d'années de labeur, d'où la violence, en quelque sorte, des mouvements qui se sont manifestés à cette occasion.
La religion, dans ce contexte, est un opium du peuple, puisque précisément elle permet de supporter un certain nombre de conditions difficiles avec l'espoir d'un avenir meilleur au-delà de ce monde. Et l'on déifie le prolétariat mythique, supposé être l'avant-garde de la révolution. En réalité, comme chacun sait, ceci a débouché sur les pires fanatismes déification de la personne, qu'il s'agisse de celle de Staline, de Mao, de Kim Il-sung, de Ceausescu, etc. La révolution nationale socialiste prétend expliquer toute l'histoire, elle, par les faits ethniques. Et les faits ethniques existent, bien sûr, mais ils ne sont pas non plus l'alpha et l'oméga de la condition humaine. Et elle déifie la race aryenne à travers une dialectique en quelque sorte néo-païenne. Race aryenne, race supérieure, prétendue supérieure, destinée à accoucher du surhomme nietzschéen. La révolution fasciste, qui est moindre dans ses conséquences, se propose de déifier l'État ou la nation. L'État et la nation sont des réalités extrêmement importantes, nous allons le voir dans un instant, mais elles ne sont pas non plus, ce ne sont pas eux qui suffisent à fonder toutes les règles de la morale. Et alors aujourd'hui, nous sentons bien qu'il y a une révolution qui est en marche, mais quel est le Dieu de cette révolution ? Quels sont les moteurs de cette révolution ? Selon moi, mais personne n'est obligé d'adhérer intégralement à ce que je dis, le fait fondamental, c'est la négation des identités. C'est la haine des identités. Et la haine des identités au nom du respect des diversités. C'est ça qui est absolument paradoxal et évidemment très grave. Négation de toutes les identités, des identités ethniques. Nous avons par exemple, c'est un homme intelligent, hein, il m'arrive même parfois, je vais scandaliser ici, d'être d'accord avec tel ou tel de ses propos. Je veux parler de Jean-Luc Mélenchon. Mais là où je suis en total désaccord, bien évidemment, c'est quand il dit, voilà, je cite, hein, la créolisation, c'est l'avenir de l'humanité. Voilà. Donc la créolisation. Moi, la créolisation, à la limite, ça ne me fait pas peur. J'ai épousé une femme que j'aimais, qui est malheureusement décédée aujourd'hui, et qui n'était pas de mon ethnie, ni de ma culture. Par conséquent, je peux dire la créolisation, je l'ai pratiquée. Je l'ai pratiquée parce que j'ai usé de la liberté que l'être humain a de choisir celui ou celle qui l'accompagnera toute sa vie et de faire preuve d'amour envers lui ou envers elle, mais je suis naturellement totalement opposé à l'espèce de métissage gratuit, laïque et obligatoire, enfin pas gratuit en réalité du tout, que l'on veut imposer à l'ensemble de notre société. Je pense aussi à ce qui prouve qu'il n'y a pas seulement une volonté de nier les différences ethniques, mais aussi, et si on nie les différences ethniques, pourquoi refuser par exemple l'immigration massive ? L'immigration massive, vous avez des gens de toutes couleurs, d'Afrique subsaharienne ou d'ailleurs, mais enfin, puisque les races n'existent pas. Bon, alors si les races n'existent pas, que tout le monde entre, tout le monde sort, le monde voilà, est un vaste hôtel dans lequel tous les mouvements d'entrée, de sortie peuvent se produire. Je pense aussi à la négation des identités culturelles. Ça nous entraînerait très loin. Je prendrai simplement un seul exemple. Le scandale provoqué par l'affirmation qu'il y a des cultures supérieures aux autres. Je pense aux propos d'un ministre de l'Intérieur, de M. Sarkozy, qui a eu quelques ennuis par la suite. Je veux parler de M. Guéant, qui, le 2 février 2012, alors qu'il était ministre de l'Intérieur, a déclaré devant les jeunes mouvements de jeunes de son parti « Toutes les civilisations ne se valent pas ». Oh, quelle horreur!
c'est pas possible. Toutes les civilisations ne se valent pas. Il a osé dire ça. Mais s'il dit ça bientôt, il va rejoindre Le Pen. Bon, ça a été un véritable scandale. Moi, j'étais à ce moment-là à Bruxelles, au Parlement européen, et l'équipe des Marioles, je dis des Marioles parce qu'ils s'en faisaient gloire, jusqu'à ce que mon parapluie y mette bon ordre, de Canal+, est venu tenait absolument à m'interviewer. Comme je leur ai dit, écoutez, je rentre par le Thalys, je serai là à 17h ou 18h, si vous voulez m'interviewer, sur le pas de la gare du Nord, c'est possible, je vais vous consacrer le temps. Alors, monsieur Gollnisch, alors que pensez-vous des propos de monsieur Guéant, qui a osé dire que toutes les civilisations ne se valaient pas? Bien que M. Guéant fût un adversaire politique, je ne me crois pas obligé, quand un adversaire politique dit qu'il fait jour à midi, de prétendre évidemment le contraire. Et j'ai dit qu'effectivement, il me semblait que l'orchestre symphonique était supérieur au tam-tam africain. Mais j'ai ajouté qu'en revanche, la façon dont les Africains traitaient leurs anciens me paraissait infiniment supérieure à la nôtre. Bon, bien évidemment, au montage, le soir même, seule la première phrase a été diffusée, ce qui lui a valu les reproches de M. Omar Sy et de quelques autres. Bon, mal informé. Je pense aussi à l'affirmation étrange. Il semble qu'il soit revenu tout à fait dessus, mais il dit souvent une chose et son contraire. Je veux parler de notre président de la République, vénéré, monsieur Macron, qui avait cru pouvoir déclarer « Il n'y a pas de culture française ». Bon, je pense aussi aux critiques de François Hollande sur ce sujet adressées à François Bayrou, mais ceci m'entraînerait trop loin. Négation des faits ethniques, négation des différences culturelles, des identités culturelles, négation des identités nationales. Alors là, vous avez toutes les constructions mondialistes, bien évidemment. Je lisais les livres de Philippe de Villiers sur le fil du mensonge qu'il a tiré, et notamment les buts réels à l'origine de la constitution de l'Union européenne et son action persistante, aujourd'hui, effectivement, tendant à la destruction des nations, rejointe d'une certaine façon par le fameux cri de Mitterrand dans un de ses derniers discours au Parlement européen, assez talentueux, je dois dire, mais vous vous souvenez, au cours duquel il a dit le nationalisme, c'est la guerre. Je dois vous dire que, à l'issue de ce fameux discours, il y a une réception qui a été donnée à la préfecture. Je me suis un peu tâté avec Jean-Marie Le Pen, y va-t-on, n'y va-t-on pas? Et comme nous manquons rarement une occasion de boire un coup, nous avons décidé d'y aller. Il y avait là, dans ce somptueuse salle de la préfecture de Strasbourg, 700 personnes. J'étais en discussion avec Jean-Marie Le Pen et avec un député, on le dirait aujourd'hui républicain, qui n'était autre que Robert Hersan, l'ancien propriétaire du Figaro, qui était déjà un peu fatigué, il faut quand même le dire. Et je vois approcher Mitterrand, entouré évidemment par une foule, non seulement de courtisans, mais de gens chargés d'assurer sa protection, avec l'oreillette, etc. Attention, attention, attention! Et il se dirige vers les députés du Front National. Et effectivement, Mitterrand se plante droit devant Robert Hersan, entre Le Pen et moi. Et Hersan est tellement médusé, reste bouche bée, et Mitterrand, ironiquement, lui dit « Alors, vous ne me reconnaissez pas ?» Bon. La conversation s'engage, et je me permets de dire quand même, Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire, vous avez un peu exagéré. On a tué beaucoup plus au XXe siècle au nom de l'internationalisme qu'au nom du nationalisme. Et sa réponse a été « Je vous ai bien eu. Hein. » Voilà. Bon. Donc, vous voyez que ces gens-là ne croient pas toujours absolument à ce qu'ils disent. Je cite cette anecdote. J'en aurais beaucoup d'autres à raconter. Je raconterai tout ça un jour. Je ne sais pas si quelqu'un le lira, mais enfin bon. Voilà. Donc, négation des identités
nationale aussi bien. Négation des identités familiales et même sexuelles. Je pense à la promotion de toutes ces formes de sexualité, le LGBTIQ, à chaque fois on rajoute une lettre, hein, donc j'ai du mal à suivre. De mon temps, au départ, c'était seulement LGBT, lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel. On a rajouté intersexuel, queer, et je ne sais quoi d'autre. Ah oui, oui. Bon. Alors là, on n'est plus dans un problème qui existe de façon tout à fait marginale, il faut le dire heureusement, de personnes qui, sur le plan psychologique, sont mal à l'aise dans l'identité sexuelle qui est la leur sur le plan biologique. Ce sont des cas extrêmement difficiles, extrêmement douloureux. Je n'en souris pas, je le dis tout de suite. Je pense que ça devrait être traité avec bon goût, avec discrétion et bien sûr avec toute la délicatesse possible. Mais non, là, on est dans la véritable promotion de toutes ces formes de sexualité qui ne débouche pas sur la transmission de la vie. C'est en réalité ça. Je n'en veux pour preuve et également, je vais y revenir dans un instant, la volonté, et nous allons en avoir l'exemple, des femmes tout à fait remarquables, dont les achievements, comme disent les anglo-saxons, dont les réalisations sont souvent infiniment supérieures à celles de beaucoup d'hommes. Mais je m'interroge quand même sur la volonté absolue de faire que, en toutes choses et dans tous les domaines, les rôles des femmes et des hommes soient absolument identiques, avec quand même cette très grave lacune que ce n'est pas l'homme qui donne la vie, en réalité, même si il peut se livrer à une impulsion liminaire. Alors, nous avons de cela des exemples, mais c'est un fanatisme, vous savez, on en rit là, mais c'est un fanatisme de tous les instants qui confine au grotesque. Je vais vous en donner un seul exemple. Au Parlement européen, par exemple, on disait Madame la présidente d'une commission, présidente du Parlement, de l'hémicycle, etc. Bon, alors le président, c'est Chairman. Alors si vous exprimiez en anglais, c'était Mrs. Chairman. Mais Mrs. Chairman? Mais dans Chairman, il y a man. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, dans les documents officiels, on met une chairperson. Comme ça n'est pas genré. Il n'y a pas de discrimination. Mais en réalité, donc, maintenant, dans les apostrophes respectueuses, on doit dire Mrs. Chair, Madame Fauteuil. Voilà le dernier avatar de l'égalitarisme des sexes. De la même façon qu'on ne peut pas parler des droits de l'homme. Pourtant, moi, j'ai toujours considéré que les femmes étaient des hommes comme les autres. Je veux dire des êtres humains. Des êtres humains. C'est pour ça que je trouve aussi absolument ridicule les réformes liturgiques qui nous obligent maintenant à faire état de frères et sœurs. Frères et sœurs, c'est comme celles et ceux. Ça m'énerve profondément. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, etc. Et à vous, mes frères et sœurs. Moi, je ne dis pas le et sœurs. D'abord parce que m'est arrivé de commettre un certain nombre de péchés pour lesquels, à mon avis, les sœurs seraient moins indulgentes que les frères. Pour cette seule raison-là, je refuse ces évolutions. Voilà. Alors, on arrive à un individu totalement indifférencié, ni noir ni blanc, ni homme ni femme, ni jeune ni vieux. C'est ça le surhomme nietzschéen d'aujourd'hui. Hein, voilà. En quelque sorte, Michael Jackson, pauvre pantin désarticulé, proposé à l'adulation de la jeunesse de son époque. Et tout ceci afin d'affirmer, bien sûr, le pouvoir du mondialisme, le rejet de toute contrainte. Tout est fondé sur la seule liberté individuelle. On nous bassine les oreilles avec les valeurs de l'Europe. Mais la seule valeur de l'Europe, c'est qu'il n'y a pas de valeur. Il est interdit qu'il y ait une valeur. Les religions sont à la rigueur tolérées si elles se fondent
dans l'idéologie des droits, j'allais dire des droits de l'homme, excusez-moi, des droits humains. Voilà, des droits humains, parce qu'on ne peut plus dire les droits de l'homme. Hein. Mais c'est tout. Rejet de toute contrainte. Tout doit être fondé sur le seul exercice de la liberté individuelle. Quelle que soit l'identité que j'ai reçue, je peux en changer. Que j'ai reçue de Dieu, ou au moins de mes parents, n'est-ce pas? Je peux en changer. Quelle que soit l'identité que j'ai choisie, je peux décider d'avoir des enfants, même si j'ai choisi un mode de vie qui n'y conduit pas, de me marier, etc. Par conséquent, refus de toute contrainte. J'ai apporté un élément de déclaration déjà ancienne qui n'a pas du tout attiré l'attention à l'époque, mais que je considère comme très importante, c'est la résolution du Parlement européen sur la discrimination dont sont victimes les transsexuels. Il ne s'agit pas du tout de combattre les discriminations. Sous prétexte de combattre les discriminations, il y a en fait la promotion de la transsexualité. C'est ça, l'idée, le caractère véritablement révolutionnaire. Je peux faire circuler ce texte, si vous voulez. C'est une résolution de 1989 qui a été votée à une majorité écrasante, et je me souviens de l'excellent Karel Dillen, un député flamand d'une très grande culture. Vous voyez de qui il s'agit, cher ami, âgé, stupéfait au moment du vote, qui me dit « Mais les partis chrétiens, les partis qui se disent chrétiens, le Parti démocrate chrétien, qui était le plus nombreux, a voté ce texte. » Je lui dis « Mais si, mais oui, effectivement, ces partis démocrates chrétiens qui, au lieu de christianiser la démocratie, comme je leur ai dit dans l'hémicycle, n'ont réussi qu'une chose, c'est à démocratiser le christianisme, ce qui n'est pas exactement pareil. Vous voyez le considérant D qui parle du droit au changement du rôle sexuel culturellement fixé. Culturellement fixé. Non, ce n'est pas culturellement qu'il est fixé, c'est biologiquement. Et c'est tout à fait différent. Le droit de mener une vie conforme à son identité sexuelle, le paragraphe 1. Mais qui décide de cette identité? Eh bien, c'est chacun en décide à sa guise, et les États membres sont requis de financer les opérations. Je passe le détail qui serait peut-être un peu scabreux. Vous voyez aussi d'autres décisions de même nature. Autrement dit, le but, je n'ai pu citer que quelques exemples, mais il faudrait évidemment beaucoup plus de temps pour montrer qu'il s'agit de forces véritablement coordonnées, acharnées à la destruction des identités ethniques, nationales, politiques, culturelles, spirituelles, personnelles, sexuelles. Et c'est évidemment, à mon avis, contre cela qu'il faut réagir. Ne croyez pas qu'il s'agit seulement d'une lutte culturelle. Cette révolution, comme toutes les révolutions, elle s'accompagne évidemment à l'égard des réfractaires des mesures les plus sévères. Quiconque ne rentre pas dans la doxa sera taxé de discours de haine. Et le discours de haine n'est pas une opinion, c'est un délit. Et les tribunaux correctionnels, peut-être demain les cours d'assises, sont là pour y veiller, comme par exemple c'est arrivé à Christian Van Est, après le vote de cette loi soi-disant contre l'homophobie, à l'instigation d'un député de droite, M. Perben. Monsieur Perben, n'est-ce pas? C'est pas simplement la gauche qui a participé à toute cette décadence admirablement décrite dans le dernier ouvrage de mon ami Patrick Buisson. Au moment du vote de cette loi, ce député avait dit bah, écoutez, j'ai rien contre les homosexuels, mais enfin quand même, si ça se généralisait, ce serait ennuyeux parce que ça conduirait à la disparition de l'espèce humaine. C'était quand même pas très méchant. Eh bien, au nom de la répression de la haine, il a été condamné en première instance, en correctionnel, condamnation confirmée par la Cour d'appel de Douai, avant enfin, mais qu'en serait-il aujourd'hui, de bénéficier d'une cassation sans renvoi de la part de la Cour de cassation, la cassation sans renvoi qui était instaurée pour la première fois, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer
à un ancien garde des Sceaux éminent magistrat, en l'occurrence Mme Rachida Dati, qui a été créée à l'occasion de l'affaire Dreyfus. C'est évidemment tout le bien que je souhaite à l'association que nous connaissons et que présidait M. Escada. Et il est évident que nous ne sommes pas ici dans une reconstitution de Ligue dissoute, mais enfin, s'il le fallait, nous n'hésiterions pas un seul instant. Merci beaucoup.